La phrase que je trouve qui doit plus exister dans le management, c'est « tu mets trop d'émotions ». C'est pas vrai en fait. La phrase qui devrait dire, c'est « comment peux-tu devenir plus intelligent émotionnellement », tu vois. Ça, mais il faut pas se queuter des émotions, parce que pour moi, ça fait des ravages dans le monde. Et être intelligent émotionnellement, ça veut dire savoir bien réagir aux émotions, comment les maîtriser, comment, tu vois, apprendre à jouer avec, apprendre à en faire une force de tes émotions. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Échange qui s'annonce coloré aujourd'hui, puisque je reçois Louis Marty, patron et cofondateur de Merci Handy. Vous savez, Merci Handy, c'est cosmétiques et produits dermato qui ont du peps, souvent présentés en mode arc-en-ciel, les couleurs, le beau, le fun. C'est l'univers de cette marque au ton un peu décalé. Un univers à part entière, vous allez voir, un univers qui touche à de nombreux domaines, qui excelle dans la com, dans les réseaux sociaux, en particulier auprès de la Gen Z, son cœur de cible. Et Louis Marty est de cette génération d'entrepreneurs décomplexés, qui racontent tout, qui partagent tout, qui parlent même de ses doutes, assume ses émotions, accepte ses échecs. Et même si Louis est passé maître en matière de com, vous allez voir qu'il ne manque pas de transparence et d'authenticité pour autant. Salut Louis, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Eh ben merci, j'avais pas entendu ton intro, elle est très très cool, ça me touche beaucoup, donc merci. Bon, merci d'être là. Je sais que tu te poses parfois la question de ce qui se passera après. T'es un peu un éternel impatient sur certains aspects. Après Merci Handy, je veux dire, mais en fait, avant d'en parler, on va parler de ce qui se passait avant Merci Handy. Est-ce que tu peux nous décrire un peu d'où tu viens, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce qui était un peu tes drivers entre le moment de tes études et après, et puis après on en vient juste après à Merci Handy. Carrément. Écoute, il y a un mot qui va beaucoup ressortir, c'est le mot ordinaire. Je pense que je viens d'une famille ordinaire, banlieue parisienne, parents séparés très très jeunes. J'avais 3 ans ou 4 ans 5 ans quand mes parents ont divorcé. Maman ingénieure, papa médecin, qui se sont pas parlé pendant très longtemps. Banlieue, école, tu vois, parisienne. Les courses le samedi après-midi au Carrefour. Donc voilà, vie ordinaire jusqu'au lycée, je pense, où j'ai découvert plein de choses. Tu vois, l'internet a commencé à naître. J'ai commencé à un peu plus voyager et j'ai découvert plein de choses. Et jusqu'après dans mes études où j'ai eu envie vraiment d'entreprendre, j'ai fait un stage qui m'a vraiment bousillé, où je me suis dit mais c'est ça travailler en fait. J'ai commencé à entreprendre, j'ai monté des associations dans la musique, dans le sport. J'ai organisé des soirées avec pas mal de potes qui sont en grande partie tous devenus entrepreneurs, dont certains que tu as reçus dans ton podcast, comme Edouard de Grupo Mimo. On a fait et Antoine, un de ces quatre, j'espère. Voilà, et Antoine de Zenly, et bientôt de sa nouvelle boîte qui s'appelle Amo. Et voilà, et j'ai eu envie en fait dans ma vie professionnelle, donc j'ai arrêté mes stages et je me suis dit tiens, on va venir mettre des paillettes, des couleurs dans ma vie. C'était hyper important pour moi. Mes parents m'ont toujours soutenu, mais après, tu vois, ils ont payé mes études et compagnie. Et après, je me suis débrouillé seul. J'ai bossé une saison entière dans le sud de la France, et c'est avec cet argent-là et mon associé Roland que Merci Handy est né. On a mis 2000 € dedans et depuis ma vie a évidemment changé. Bon, et toi, juste pour revenir sur la partie entrepreneuriale, sur l'approche entrepreneuriale, t'as eu des influences dans ton univers, peut-être pas familial visiblement, mais peut-être plus perso. Est-ce qu'il y a eu une dynamique avec des potes Comment c'est venu en fait cette partie? En vrai, non. Je vais te dire, tu vois, médecin ingénieur, c'est pas du tout entrepreneurial. Mon père qui avait investi un petit peu d'argent dans Merci Handy au tout début, on parle de 3000 € quand il est sorti, et il a fait un super exit. Il était content, il y croyait même pas, il comprenait pas le système des valorisations. Il m'en a reversé une partie, je trouvais ça cool parce que c'était quand même, il avait fait vraiment une belle culbute et il m'a redonné des sous de cette culbute parce que moi j'avais pas fait de cash out, tu vois, c'était notre première petite levée et on avait dit voilà, on sort la famille comme ça, on fait un truc plus clean. Et non, il était pas gêné, mais ouais, il comprenait pas. Je pense qu'il est médecin, quand t'as jamais fait de business et tout, tu comprends pas quoi, tu vois, le système du capital, des actions, des fonds, enfin voilà. Et il est très intelligent, attention. Mais voilà. Mais c'est pas son
univers. Pur médecin, c'est pas son univers. Non, je pense que ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est les marques et les communautés. Tu vois, moi, j'ai été passionné par et je rigole pas, et des marques comme Ben & Jerry aux États-Unis qui sont arrivées sur un marché qui était saturé par des énormes, et par le produit, par le marketing, et évidemment la com, mais j'insiste aussi par le produit, ils ont réussi à se faire une place. Ça a commencé aux États-Unis et je connaissais pas, moi, l'histoire de ces fondateurs, des entrepreneurs derrière. J'avais aucune idée si c'était Procter qui avait lancé cette marque ou un petit mec au fin fond du Nevada. Et en fait, c'est plutôt le petit mec au fin fond du Nevada qui a lancé ça et qui est devenu ensuite énorme. Et ça a été Ben & Jerry, Innocent. En France, voilà, il y a eu au départ Michel et Augustin qui ont réussi à faire un truc vraiment chouette. Après ça a changé, mais voilà, c'est vraiment eux ces marques-là qui m'ont inspiré, très communautaire. Ok. Monter sa boîte nécessite d'avoir un peu de flair, et du flair, toi, on peut dire que t'en as eu, parce que pour beaucoup, Merci Andy et ce concept un peu des produits alcoolisés est né pendant le Covid, mais en fait non, pas du tout. Merci Andy est né en 2014, donc bien avant, quand Roland et toi, ton co-founder à l'époque, avaient décidé de créer cette marque-là sur les bancs de l'école. Tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet, comment ça arrive? C'est pas anodin, comme c'est assez original comme sujet. Alors moi déjà, j'ai toujours été, je pense aussi, et ça c'est ma maman, mais toujours très à cheval sur l'hygiène, tu vois. Et là je le vois, j'ai un enfant, je fais. Ma fille, elle a 2 ans, elle se lave les dents parfaitement, elle se lave les mains tout le temps. Enfin, tu vois, et d'ailleurs, c'est un peu trop, faut que je fasse gaffe de pas en faire. Mais tu vois, on me dit souvent, les gens, ils sont toqués. Je dis non, ouais, elle est juste propre, en fait, elle est pas toquée, tu vois. Mais voilà, ça, je pense que ça vient de là, le côté hygiène. Et après, on avait un projet quand on était étudiant. Il fallait qu'on monte un business dans la restauration. Tu vois, c'était fictif. Et nous, on a commencé à se prendre au jeu. C'était un truc de fin d'année pour un concours, tu vois, organisé par notre école. C'était fictif et on avait lancé un peu une chaîne de food truck avec de la nourriture qui se mangeait avec les doigts, mais saine et très transparente, où tu avais une décomposition du prix de ton sandwich, où tu disais, il y a 20 centimes de salade, 4 centimes de tomates, 10 centimes ça. On avait fait toute une DA, un truc sympa, et on voulait absolument, comme c'est de la nourriture qui se mangeait avec les doigts, on voulait absolument offrir un produit pour se laver les mains. Et moi, c'était mon premier réflexe. Attends, mais si tu donnes à manger aux gens dans la rue, à des festivals, il faut qu'ils se lavent les mains. Et du coup, on a imaginé qu'est-ce que pourrait être un truc chouette, et c'est là où l'idée du gel parfumé est arrivée. C'est là où l'idée de la couleur, et voilà. Et on s'est pris au jeu de ça. Tout le monde, quand on a pitché notre projet, tout le monde nous a dit mais c'est trop cool Les hamburgers, c'est sympa, mais ouais, voilà, un sandwich avec de la salade et des tomates, et c'est cool, mais ça c'est sympa. Et on s'est dit vas-y, let's go. Tu vois, t'as tous tes copains qui commencent à avoir des jobs, avoir leur premier salaire, toi pas du tout. Tu restes plus longtemps chez tes parents, tu bosses de chez tes parents. On a longtemps bossé dans la cuisine de ma mère et dans la cuisine de la maman de Roland, mon associé de l'époque. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire impressionnant de commencer par là. On en reviendra sur le fait de pas avoir travaillé dans une boîte, parce que ça a des pas des conséquences, mais c'est un peu particulier comme carrière d'avoir toujours été un peu autonome. Le nom a été trouvé comment, Merci Andy? Écoute, je vais te faire la vraie histoire par le storytelling, mais la vraie histoire, c'était au départ, ça s'appelait Handy, H-A-N-D-Y, parce que voilà, le côté les mains, okay. Le côté pratique, on aimait bien. Dans un bouquin de marketing, on me dit toujours, faut que ça soit facilement prononçable à l'international. Catchy. Donc on a vraiment, voilà, catchy, court, machin. Donc vraiment, on cochait toutes les cases du mercateur, on va dire, la bible du marketing ancienne et un peu nouvelle génération. Et on a décidé de rajouter Merci pour 2 raisons. La première, c'est que ça manquait le côté français, et les premiers clients à qui on montrait notre marque, tout le monde pensait que c'était un produit des États-Unis. Et la deuxième, qui est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'on a reçu un courrier d'avocats de Handy Bag, les sacs poubelles, qui nous ont menacés. Et nous, si tu veux, on n'avait rien fait. On avait peut-être produit 200 produits, on avait un compte Facebook avec 1000 fans, et c'est là où l'histoire... Ils sont sensibles, les mecs. Ouais, ils sont sensibles. En tout cas, leur service IP, il est costaud. Et on a pris de panique. Les 5 000 € qu'on avait mis dans la boîte, je pense qu'il y en a eu 1 500 pour un avocat pour vérifier notre marque. Et c'est comme ça que on a rajouté le mot merci devant. Et en vrai, je suis super content, parce que moi, la gratitude, c'est une valeur
vraiment hyper importante pour moi et je suis super content d'avoir ça la ajouté, marque merci. dans son cœur, quoi. Exactement. Et le ton décalé, le côté un peu peps comme ça, coloré, tu l'as eu dès le départ, ça? Écoute, oui, je pense que c'était ça, c'était l'inspiration de ces marques Ben & Jerry, Innocent dans les smoothies, de dire en fait un packaging, ça sert pas qu'à à dire que ton produit il est super et qu'il est super, mais ça sert à créer une vraie relation, c'est un vrai média, donc ça sert à créer une vraie relation avec les gens qui t'achètent ou qui ont le produit entre les mains à un moment, et l'éditorial c'est hyper important. Donc, on a fait hyper attention à la manière dont on écrivait, le tutoiement. On a appelé pendant très longtemps nos clients nos chatons. Voilà, c'était ça. On voulait vraiment un côté très familial. Et c'est des choses aujourd'hui dans la beauté que tu vois un peu plus, même beaucoup plus. Mais je t'assure qu'il y a 6-7 ans, quand on a commencé, c'était moins évident, toutes ces marques. Donc, voilà. Clairement. Et donc 2014-2023, presque 10 ans de vie, Ouais. impressionnant vu comme ça. Quelles ont été les grandes phases de l'aventure? Il y a eu on va dire les 2-3 premières années de folie où on était encore étudiant, fin de nos études, où là on faisait n'importe quoi, mais ça marchait. Si tu vois, sans argent. Mais on a vite fait du chiffre d'affaires, donc on s'est financé. On est allé prendre Distribué comment à l'époque? Distribué comment? Alors j'ai une anecdote sur ça, c'est qu'on a lancé un site internet. Il y avait très peu Shopify. On avait fait un site en propre. Je pense que sur les 5 000 euros, donc il y avait déjà 1 500 euros d'avocat, et après il y a eu 3 000 euros pour un dev qu'on avait trouvé sur un site, je sais plus comment, qui nous a fait un truc from scratch, tu vois, donc aucun sens pour un e-commerce, pour des produits vendus à 3 euros, donc c'était nul. On a fait une vidéo sur YouTube qui a fait 1 million de vues en 4 jours. Donc, c'était notre premier coup de com', notre première vidéo. Et je sais pas, on a eu peut-être 150 000 ou 100 000 visiteurs uniques sur notre site en un mois. Et genre, on a fait 3 ventes, tu vois. Et on s'est dit, oulala, le e-commerce, ça va être il vient dur. d'où ce buzz du départ? Ouais, alors le buzz, tu pourras regarder la vidéo, elle existe encore. Ouais, elle existe encore, mais elle passerait moins aujourd'hui. En fait, on avait été repris par énormément de sites comme 9gag aux États-Unis, Combini, Minute Buzz, et ça dans plein de pays d'Europe. Elle avait fait 1 million en natif sur notre site, mais elle avait été reprise sur plein de comptes ailleurs. Et c'est une vidéo où on s'était associé pour un lancement à une association en plus, tu vois, c'était pour Movember, parce qu'on s'est lancé en novembre donc 2014, et en fait voilà, c'était c'est horrible, mais ça passerait plus du tout aujourd'hui, donc je pense que je vais la supprimer, cette vidéo. Mais à chaque paire de couilles dans la rue touchée, on reversait 10 euros à l'association. Et en fait, elle se lavait les mains avant et après. C'est terrible. J'ai un peu honte. Mais voilà, écoute, ça a été hyper repris. En tout cas, c'est hyper efficace. Bravo. Ouais, ça a été efficace. On a tourné, je sais pas, on a donné 300 euros à un gars pour nous faire le montage, et ça a hyper bien marché. C'était rigolo. C'est tout ce que tu n'osais même pas imaginer autant de portée, impressionnant. Ouais, non, je m'en souviens, on avait écrit sur le tableau Velleda, parce qu'on était encore à l'école. De l'école, on avait mis allez, en une semaine, vous avez combien de vues? Moi, j'avais mis 18 000 et tout le monde se moquait de moi. Roland, qui était le pessimiste de la bande, il avait mis peut-être 4 000, et on a fait, je crois qu'on avait... Et tu sais, sur YouTube, à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça, mais le compteur, il se bloquait les premières 24 heures quand tu faisais plus de... Je crois que c'était 950 vues. Tu restais 951 vues, en fait, t'étais bloqué. Et on rafraîchissait, on comprenait pas. Et on était allé se coucher, le lendemain, paf, genre 400 000 vues, tu vois. C'était incroyable. En vrai, je pense que aujourd'hui, c'est hyper compliqué de refaire des choses comme ça aujourd'hui, parce que t'es saturé de contenu, et c'est beaucoup plus dur qu'avant. Bon, et ça vous a pas mis sur la paille, le fait de payer 10 euros? Enfin, ça a plus pris en vidéo qu'en vrai, j'espère? Non, parce que, je sais pas, on a touché, tu vois, ça nous a coûté 500 euros, il y avait 50 personnes, c'était rigolo, quoi. Il y a eu un vrai impact. T'es quand même allé au bout de la démarche, quoi. Ouais, on est allé au bout de la démarche. J'avais un pote qui bossait chez Movember. On s'était dit, tiens, en vrai, quand tu fais du caritatif, comme ça, même si c'est des petits montants, 500 euros, ça va pas changer la vie de l'association, mais c'est toujours ça. T'as vachement de relais presse. C'est plus facile, tu vois, que les gens parlent de toi que juste, tiens, je lance un produit qui est super, qui est cool, avec une logique purement commerciale. Donc moi, c'est souvent des conseils que je donne aux jeunes, c'est essaye pour que les gens parlent de toi. Soit tu viens changer leur vie drastiquement, ou en tout cas les journalistes pensent que leur auditeur, ça va changer leur vie drastiquement.
Mais si tu viens mettre une cause derrière ce que tu fais, même si c'est drôle, même si c'est fun, même si c'est un produit non essentiel tu verras que ta presse C'est et ta porteur. voix, elle va être démultipliée. Il y a un côté un peu collab, quoi. D'ailleurs, le marketing est assez. Ouais. Tu t'associes à une image ou à une autre image. Okay. Bon, je reviens à ma question parce qu'on a digressé. 2 premières années de folie, tout ce que tu faisais cartonnait. Ouais, 2 premières années de folie. Ensuite, j'ai eu une grosse phase. On a eu la phase levée de fonds et accélération. Donc ça a été, tu vois, de 2000, on va dire 17 à 2019. Là, on a levé des fonds. Donc on a levé 3 millions avec Utopia. Utopia, c'est notre le fonds qui est aujourd'hui le gros associé de la boîte. Et ça a été le but de grandir, scaler, accélérer sur ton portefeuille produit. On sortait que du gel pour les mains. On a fait plein d'autres produits pour le visage. Donc voilà, grosse phase. Des choses qu'on a très très bien réussi, des choses on s'est trompé, des pays qui ont été vraiment clés dans notre développement. Je pense à l'Espagne, l'Italie, la Scandinavie, d'autres qui ont été beaucoup plus compliqués. On s'est pris des grosses ramasses en Allemagne par exemple, où je pense qu'on n'est pas allé avec les bons enseignements. Et l'étape d'après, ça a été le Covid. 2020, 2021 et je dirais un petit bout même de 2022 qui ont été pour nous une grosse croissance en 2020, tu vois, avec des ruptures de stock de tous les sens, l'hygiène qui explose, le e-commerce qui explose, des demandes dans tous les pays du monde, donc très difficile sur le pipeline commercial. Et je diviserais cette période en deux, du Covid, et après toutes les difficultés liées au Covid, elles nous sont apparues, nous, en décalage. Les magasins fermés et évidemment énormément de concurrence qui ont cassé les prix. Le marché aujourd'hui du gel, il est saturé de produits. Dans tous les pays du monde, il y a des tonnes et des tonnes de gel qui dorment. Donc nous, on a une formule qui est unique et c'est pour ça qu'on est toujours là et que c'est encore plus de 30% de nos ventes, le gel. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la valeur du gel, elle a été un peu saccagée par le Covid, tu vois, où les gens en ont eu marre de mettre, où ils ont tellement vécu des mauvaises expériences banal, de gel. Ouais, c'est devenu un produit banal. Donc c'est à nous de le rendre encore plus extraordinaire et plus exceptionnel qu'en fait auparavant. Voilà. Bon, en tout cas, chapeau, parce que 30% des ventes, alors que dans l'imaginaire, c'est, pour ceux qui suivent pas forcément de très près ta marque, on a l'impression que c'est l'essentiel des produits, mais visiblement, vous avez sacrément bien diversifié ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du positionnement et de ton offre aujourd'hui? Ouais, carrément. L'idée, c'est d'accompagner vraiment les jeunes, on va dire les 12, 20, 25 ans, sur leurs premiers produits à la fois d'hygiène et ce qu'on appelle aussi un peu plus de soins. Donc, on veut vraiment les accompagner sur des produits, déjà, qui prennent soin d'eux, c'est hyper important. Donc, en termes d'ingrédients, composition, formulation et voilà, sécurité. Leur proposer des produits abordables. Pour nous, là, on a une marque qui est sensible au prix parce que je suis sensible au prix. J'ai un rapport à l'argent qui est hyper particulier. Je suis pas du tout radin ou quoi que ce soit, mais en fait, je trouve que j'ai vu trop de gens gagner beaucoup d'argent et faire n'importe quoi, ok, dans la manière de l'utiliser et tout. Donc, je pense que j'ai vraiment envie d'offrir le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est super important, important pour moi, cette notion-là. Voilà, et donc des produits pour évidemment les mains, le corps et maintenant de plus en plus le visage. Donc c'est des problématiques comme les boutons qu'on va traiter, les rougeurs, tout ce qui peut concerner les sécheresses, tout ce qui peut contacter la vie d'un ado et d'un jeune adulte. Ok, canon. Tu peux nous donner un peu, parce que tu parlais des pays tout à l'heure, une liste impressionnante, tu peux nous donner un peu la dimension de Merci Handy aujourd'hui, la taille et quelques chiffres sur qui vous êtes? Ouais, alors on communique pas sur nos chiffres, mais on est vendu dans à peu près 5000 points de vente, beaucoup portés par le groupe Sephora, mais pas que. On bosse très bien avec Nocibé, on bosse très bien avec Marionneau. On a des retailers, on a un peu plus de 1500 points de vente aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un très gros marché pour nous. On vend en moyenne entre 3 et 4 millions de produits par an. En tout cas, c'était nos chiffres de l'année dernière.
Donc, si vous voulez faire des calculs, vous pouvez le faire. Mais voilà, c'est sur le mix produit. Donc, j'ai dit 30% sur les mains. C'est encore très fort parce qu'on parle que d'un produit. Après, la catégorie du visage, c'est la deuxième plus grosse catégorie. Et après, c'est mixé sur des produits entre le corps et on va dire des kits, des bundles qui prennent ces trois catégories-là. Voilà, on est une petite trentaine dans la boîte. À Paris, on a une personne aux États-Unis qui s'occupe de faire le suivi commercial. On a un entrepôt aux États-Unis et sinon, on a externalisé pas mal de choses. Mais voilà, on a 1 million de personnes sur les réseaux. On en reparlera, mais 500 000 sur Instagram, 500 000 sur TikTok. Et ça, c'est notre plus grosse fierté, bien avant même notre chiffre d'affaires. Bon, impressionnant. Et au niveau de la distribution, tu disais que vous êtes dans combien de pays ? Je pense que ça doit être une quinzaine en Europe et après on a 5-6 pays hors Europe qui sont importants pour nous et c'est évidemment les États-Unis, c'est le Mexique, c'est l'Australie où on est avec un super partenaire en Australie qui s'appelle Mecca qui est un retailer top et on est avec Sephora en Corée. Bon. Et j'étais ce matin à l'aéroport de Genève et apparemment t'es en Suisse aussi, visiblement. Et ouais, t'étais au guichet de l'aéroport. De ma boutique. Ouais, ça, le travel retail, c'est top parce que je comprends pas. Enfin, si, en fait, on marche super bien et ça marche très bien pour nous. Encore plus depuis le 2021 là, c'est la réouverture. Voilà, on est super content. Bon, on peut pas parler de Merci Andy sans parler du Covid. On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien revenir dessus. Chaque entrepreneur qui aura vécu le Covid aura passé un moment intense, positif ou négatif, en fonction de son secteur. Perso, j'étais un peu en panique, moi, parce que je venais de monter Equiden et quelques mois avant, et tout s'est cassé la figure pendant cette période-là. Tous mes contrats s'arrêtaient les uns après les autres. Mais toi, tu te retrouves sur le marché auquel il faut être, au moment où il faut être, avec les produits qu'il faut. Tu l'as vécu comment, ce moment-là? À quel moment tu as commencé à te rendre compte? Enfin, j'imagine que tu es passé par différentes étapes émotionnelles aussi, parce qu'il y a le côté perso, il y a le côté pro, ouais. Et c'est assez particulier de se retrouver on fire au moment où le monde est down, quoi, ou presque. Ouais. Raconte-moi un peu comment tu l'as vécu, toi. Sur la globalité du Covid, si on met le Covid derrière nous, il y a 3 phases. Il y a, on va dire, court, moyen et long terme. Et on va commencer par le court. Évidemment, c'est le plus excitant. On était, je m'en souviens, j'étais à Barcelone en week-end avec ma femme. On était chez un copain qui est hyper bon en plus en SEO. Enfin, vous allez voir un deck, mais qui est hyper bon sur en SEO et compagnie. C'est vraiment un dieu de l'internet. Et je vois notre Shopify, je vois des commandes, ça devait être fin février et je dis c'est pas normal quoi, on n'a pas de campagne télé, on n'a pas de médias en ce moment qui tournent particulier. Je crois qu'on avait juste des campagnes de retargeting qui tournaient et je vois on fait des chiffres mais phénoménaux. On retourne chez lui, j'ouvre Google Analytics et je vois genre 15 000 personnes sur notre site au même moment. Je fais waouh. Et en fait, j'ai compris que il se passait un truc, que ça commençait à être la panique. Et là, je suis rentré au bureau le lundi. Et je pense que du 1er mars 2020 à quasiment l'été 2020, enfin, j'habitais déjà à 1 minute, moi, du bureau. J'y suis allé tous les jours et mon équipe, elle a été incroyable, mais on a travaillé comme jamais, quoi. Et en offrant des produits, en livrant du gel, on a fait des choses pour Air France, on a fait des choses pour les hôpitaux, on a distribué, on a soutenu nos retailers, on s'est occupé du e-commerce, on est allé chercher des produits dans des magasins Sephora qui étaient fermés parce qu'on était en rupture de stock. Enfin, on a fait des trucs de malade et j'avais 2 choix. Tu vois, j'ai eu un moment des gens qui m'ont dit on rachète tout votre stock, peu importe le prix. Voilà. J'aurais pu me dire, écoute, je dis n'importe quoi, 2 millions de flacons en stock, je les vends, j'encaisse et j'attends ma prochaine prod pendant 3 mois et en attendant, je fais autre chose. On n'a pas du tout fait ça. On a soutenu nos clients, on a continué le e-commerce alors qu'on savait que la poste et tout c'était hyper compliqué. On est allé chercher on nous a contactés, Air France nous a sollicité, on a répondu à leur appel d'offres, c'est nous qui avons gagné parce qu'on a été le plus réactif dans la supply chain et dans l'approvisionnement. Donc c'était méga intense. De toute façon, il y avait que ça à faire, travailler. Mais t'avais pas de rupture de produit, toi, de Si, j'ai eu des ruptures. Bien sûr, j'ai eu des ruptures, mais j'ai trouvé des supply chain alternatives. Ouais, c'était l'enfer. L'alcool, le pack, tout était hyper compliqué pendant 2 mois. On a été en rupture, mais
mais on a trouvé une supply chain alternative parce que nos suppliers actuels étaient soit fermés, soit pareil, eux aussi en rupture. Débordé, ouais. Et on a bien géré. Franchement, on a bien géré. Donc ça, phase 1. Phase 1. Phase 2, moyen terme. Beaucoup plus compliqué. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout le monde qui fait du gel, ça a été 2021. Tous les industriels sont allés en direct voir les retailers, et au lieu que les marques, et nous on n'est pas concernés parce que il n'y a pas eu des produits comme nous, mais par exemple aujourd'hui tu peux retrouver du gel Clarins qui était fait pour le biocide, tu le trouves en magasin. Tu peux retrouver tu vas chez Carrefour, tu vas avoir des gros fabricants, des gros façonniers qui ont fait du gel et qui l'ont vendu en direct à Carrefour. Donc ils ont squeezé en fait les marques. Nous, on était moins concernés par ça, mais quand même, ça a pris une part du gâteau, et du coup, ça a créé en fait, comme il y a une énorme demande à un moment, mais l'offre, elle a mis du temps à se mettre en place parce qu'il y avait des contraintes légales, administratives quand même à faire ce genre de produit. Il y a eu un décalage. Et donc, on s'est retrouvé en 2021 et je pense jusqu'à mi-2022 avec une offre qui était mais beaucoup trop supérieure à la demande. Donc, ça a été la deuxième phase. Baisse des prix. L'État avait encadré les prix aussi. Donc, nous, on a été... on va dire, semi-impacté par ça, parce qu'on n'était pas dans le même statut juridique et compagnie, mais on a quand même été impacté par ça. Et ensuite, la troisième phase, donc c'est depuis l'été dernier, c'est beaucoup mieux parce que tout le monde est parti. Ceux qui ont fait des business un peu profiteurs sont plus là. Ils ont fait leur coup, ils sont contents, ils ont gagné de l'argent, ils en ont pas gagné, mais en tout cas, ils sont plus là. Et aujourd'hui, ceux qui restent on shelf, c'est ceux qui font ça bien. C'est les marques nationales de gel hydroalcoolique classique et Merci Andy, tu vois. Et ça. Et donc, tu as bénéficié quand même d'une accélération de marché, d'une maturité de marché. Ouais, j'ai bénéficié de ça, et surtout maintenant, mon sujet, c'est est-ce que les gens ont compris l'importance de se laver les mains régulièrement à l'alcool et surtout quand t'as pas de point d'eau, parce que moi je recommanderais toujours un lavage à l'eau et au savon, mais souvent tu peux pas le faire, et c'est la meilleure option pour se laver les mains et s'enlever toutes les impuretés que tu peux avoir sur les mains, c'est le gel hydroalcoolique. Il y a pas de sujet, de l'eau, de l'alcool, et après tu viens mettre plein de choses pour améliorer l'expérience, l'hydratation, le parfum et tout, et ça, aujourd'hui, on est en train de constater qu'il y a quand même, le marché, il est supérieur à l'avant Covid. Et c'est en ça que pour nous, à long terme, c'est favorable. Clairement. Bon, des difficultés, de toute façon, j'imagine que tu en as vécu d'autres aussi depuis 2014. Tu peux nous les pointer un peu du doigt, les grosses difficultés. Les grosses difficultés, ouais, les points difficiles que tu as vécu. Écoute, alors sur le plan commercial, pas tant que ça, on n'en a pas eu. On est arrivé jeune. En fait, parce que quand t'es insouciant, tu vois pas les difficultés, tu les vois plus comme un challenge, et c'est rigolo. Moi, mes grosses difficultés que j'ai eues, ça a été évidemment sur l'équipe. Ça, tu vois, j'avais zéro expérience en management, et en plus, moi, si tu veux, pour avoir fait quelques sport co, j'étais pas un capitaine, et j'étais pas forcément le capitaine de l'équipe. Par contre, j'étais celui sur lequel tout le monde se confiait et s'appuyait parce que t'avais peur d'aller voir ton capitaine. Tu vois, j'avais vraiment ce rôle-là de j'ai confiance en toi, voilà, tu vois, et j'ai fait des sports différents, et je me suis retrouvé à chaque fois dans ce rôle-là. Donc quand on était deux avec Roland, c'était plutôt lui qui avait ce rôle on va dire, de capitaine, celui qui donne la direction. Et moi, j'étais avec les équipes, j'étais dans le dur, je suis hyper opérationnel comme garçon, j'adore travailler, je mets les mains dedans avec les gens, j'aime ça et j'en ai besoin, tu vois. Donc quand il est parti, parce que avec Roland, on a décidé Roland a quitté la boîte opérationnellement à la toute fin de 2019. J'ai dû, en plus du Covid, me retrouver à leader les gens. Et il n'a pas vécu la phase Covid, justement. Non, il n'a pas vécu il est parti avant, le coquin. Mais voilà, et j'ai appris à faire ça, et c'était extraordinaire. T'as appris à le faire, ou t'as appris à te compenser? Je pense que j'ai appris à compenser entre ce que je savais faire indirectement et l'étape d'après, tu vois. Et je vais te dire, il y a eu des phases de transition. Quand Roland est parti, il a eu peur. Il m'a dit, mais
il a dit, tu vois, il y a eu forcément des clashs dans nos discussions à des moments, même si aujourd'hui ça reste un ami, tout va bien ensemble. Il y a eu des moments où il a pas eu confiance en moi. Lui, il avait son ego aussi parce qu'il partait, il a pas été mis de côté, mais il avait décidé de partir, mais quand même, il quittait l'aventure. C'est toujours très dur. Donc, il y a eu un moment où il a eu besoin de réassurance. Donc, je me suis formé, j'ai fait des choses. Il a parlé beaucoup à nos managers. On était quand même, je pense, une vingtaine à l'époque. Donc, il parlait à nos managers et tout le monde m'a tapé dans la main et tout le monde a eu confiance. Et aujourd'hui, on est toujours là, on délivre. Donc, c'est chouette. Mais c'est sûr que j'adore l'humain. Je trouve que c'est exceptionnel. Mais c'est un challenge d'être bon tout le temps avec tout le monde. Tout le monde est différent. Moi, j'ai mes sensibilités, mes équipes ont mes sensibilités. Et surtout, entre cette personne et cette personne, soit tu te dis, je suis toujours le même, j'agis de la même manière, et puis parce que je suis comme je suis, ou est-ce que tu décides d'adapter en fonction des gens que tu as en face de toi. Et ça, j'ai mis beaucoup de mal à trouver. Et aujourd'hui, je vais te dire, je préfère m'adapter. Je sais que cette personne, elle aime ça, qu'on lui rentre dedans, qu'on lui dise vas-y. Et il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus dans leur zone et ils n'ont pas besoin de ce stress, même qui est très positif parfois, pour qu'ils avancent. Donc tu vois, ça, t'arrives à garder cette structure dans ta com, en disant un peu avec le système des couleurs et des, enfin tu sais de comment ça s'appelle, MBTI, là, où tu sais exactement qui fonctionne comment. Ok, parce que moi je connais un peu la théorie, j'ai toujours un peu de mal à la mettre en pratique. Nous on fait le test MBTI, ils le font entre eux, c'est assez drôle. Mais après, je pense que j'ai développé ça de bien cerner. Et tu vois, moi aujourd'hui, une période d'essai, je le sais au bout de 2 semaines si ça marche ou ça marche pas. Tu vois, j'ai pas besoin d'attendre 4 mois, la renouveler encore 4 et tout. En tout cas, si je le fais, c'est plus est-ce que j'ai vraiment besoin de ce job ou est-ce que j'ai les moyens de m'offrir ce job. Mais c'est pas est-ce que c'est la bonne personne ou la mauvaise. Pour moi, un manager et même un leader, aujourd'hui, il sait si son équipe avec qui il travaille en direct. Après, quand t'es 150, c'est plus difficile. Mais moi, tu vois, les 30 personnes, je les connais tous, évidemment. Et tu le sais au bout de 2 semaines si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Ouais, clairement. Tu commences à bien avoir confiance en ton instinct et à ton flair aussi. Exactement. Il y a un élément difficile que t'as pas mentionné et pourtant je pense à c'est pas l'humain, c'est la finance aussi. Ouais. Je pense à la levée de fonds de 2021 qui s'est pas passé comme j'espérais. Et je pensais notamment à celle où tu parlais de 3 millions au départ, ce qui est quand même assez costaud, surtout qu'on n'est pas du tout dans le monde SaaS. Donc quand tu fais une levée de fonds pour un produit physique, ça doit être assez différent. Et à l'époque, c'était déjà moins courant de lever des fonds que ça l'a été pendant les années folles de 19, 20, 21, 22. J'avais l'impression qu'en 2021, tout le monde enchaînait les levées sans trop de difficultés. Parfois, ça en était même indécent. J'ai eu des gens à ce micro qui me racontaient qu'ils avaient fait 3 levées différentes en une année parce qu'en fait, les montants étaient dingues et donc il fallait dire oui. Et visiblement, non, pas si simple pour tout le monde. Ouais. Et oui, écoute, moi je fais une année 2020 incroyable, 130% de croissance versus 2019, un EBITDA très 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 bien, beaucoup de recrutement et surtout une pipeline commerciale hyper intense pour 2021. Tant sur le développement produit, on a fait les choses vite parce qu'on s'était énormément concentré sur le Covid, le B2B et notre réponse au Covid. On a vraiment apporté une réponse au Covid en tant que petite marque. Et voilà, on a décidé moi, tu vois, Noël 2020, c'était un moment, c'était un peu plus calme, entre Noël et jour de l'an, et je me dis, c'est quoi la suite? Je vois toutes les sollicitations qu'on a, les US, l'envie de faire du retail, le développement de produits, et je me dis, je veux accélérer. Je veux passer une boîte qui fait plusieurs millions, beaucoup, à plusieurs dizaines, voire centaines. Et aujourd'hui, quand tu regardes les modèles de ces marques-là, dans le consumer et dans la beauté, surtout aux États-Unis, elles ont toutes levé. Donc, je me suis penché, j'ai fait des scénarios. Moi, je fais des micro BP. Avant de penser une idée, je vais prendre un Excel, une feuille vierge, un petit simulateur, et je vais faire, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que je mets là et tout. C'est très simple. Ça peut me prendre quelques minutes, mais au moins, ça me permet de dimensionner le truc, quoi. Et je dimensionne le truc. Je suis pas du tout un financier, mais par contre, j'arrive à dimensionner, à tomber souvent juste que quand tu viens tout faire le modèle financier derrière,
tu te rends compte que parfois un petit simulateur peut t'aider à gagner beaucoup de temps sur certaines prises de décision. Et donc voilà, je fais un process avec une grosse banque d'affaires. Et en fait, je pense qu'on avait besoin de ça. Enfin, ceux qui voient pas et ceux qui écoutent, on avait besoin de X millions pour faire ce qu'on voulait aller faire. On est venu nous voir, on a eu plein d'offres et on est venu nous voir avec, moi je te propose, c'était 4 ou 5 fois ça. Toujours sur de la levée, attention, hein, on parlait pas de rachat et compagnie. Moi, j'adorais les gens qui étaient derrière ce projet, j'adorais les marques qu'ils avaient construites. C'était pas des Français, c'était des internationaux. Ils avaient cette ambition très forte aux US, puis en Asie demain. Voilà, il y a eu presque 4 mois de due deal et à la fin, c'est tombé pour plein de raisons. Je pense que le marché, on était dans cette pleine phase de milieu de Covid, donc celle où tiens, il y a de la décroissance sur ça, le gel, il y a encore des magasins fermés parce que c'était premier semestre 2021, donc on n'est pas encore confiant dans l'avenir sur le consumer, et voilà, ça m'a appris tellement de choses. Juste avant de tirer mes conclusions, je suis allé voir les anciens, et ça c'était aussi une super, les gens avec qui je parlais 4 mois avant et que je leur avais dit j'avance pas avec vous. Et la meilleure des choses qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit non, c'est plus possible pour nous. Au-delà des parce que tu as eu une offre et en fait, en mettant j'en avais plusieurs. J'en avais plusieurs. Et à un moment, tu dois en choisir une. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des tels montants de frais d'avocat et tout que les gens demandent à ce que ça soit du binding exclusif, quoi. Tu vois, ils avancent pas et le risque en mode compète, ils avancent pas en mode compète parce que c'est énormément de frais d'avocat, d'IP, de rédaction, de la due deal. Tu vois, ça a pris 3 mois la due deal, quoi. C'était intense, même plus que ça. Donc avec des interviews de nos retailers, de nos équipes, de nos partenaires, de nos fournisseurs en France, aux États-Unis. Enfin, moi, je suis allé aux États-Unis pour faire la due deal. J'avais jamais fait ça, tu vois. J'avais des due deals, pour moi, ça peut se faire à la distance. Non, c'était pas le cas là. Donc voilà, et ça m'a appris plein de trucs. Le premier, j'aime bien dire que pour un vegan, ça m'a appris, parce que je suis vegan, c'est ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quand même intéressante, parce qu'évidemment, tu célèbres toujours trop tôt. Mais après, ça m'a appris tellement de choses sur le plan humain et même sur comment gérer une boîte et un business. Moi, aujourd'hui, les problèmes qu'ont beaucoup de startups aujourd'hui et même dans le consumer, enfin dans les produits, je les ai vécus il y a 2 ans. Les problèmes de trésorerie, le BFR, le cash. Moi, j'avais tellement grandi, j'avais tellement acheté, tellement recruté. Tu vois, les gens ont beaucoup grandi 2021-2022 et là, ils se prennent le retour de bâton. Moi, je l'ai déjà vécu et je suis préparé en fait à ça. Et j'ai construit une boîte qui permet de passer ces étapes-là. Si j'avais levé beaucoup d'argent, aujourd'hui, je ne serais pas stressé parce que j'ai du cash, mais peut-être que la boîte, elle aurait moins bien roulé aujourd'hui. Donc voilà, plein d'enseignements. Bon, et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour la réussir, cette levée ? C'est une bonne question. Miser sur un autre cheval, être moins gourmand Être moins gourmand, ouais. Je pense que quand on a besoin de 1, il faut aller chercher 1. Voilà, il faut pas se dire, tu vois, on n'est pas des Américains en fait. Je pense qu'on n'est pas des Américains. Notre marché, c'est pas les États-Unis, et d'aller chercher plus. Et tu vois, il y a la compète et on en parlait avant un peu le podcast, mais justement la compète sur LinkedIn, sur tous ces trucs de qui fait le plus gros et tout. En fait, c'est pas ça pour moi ma définition du succès. Et je pense que pendant quelques mois, j'ai voulu être l'entrepreneur que je ne suis absolument pas. Ça veut pas dire que je manque d'ambition et tout, parce que on a collaboré avec Netflix, on ouvre les US, tu vois, on va ouvrir des boutiques, on fait plein de choses, il y a beaucoup d'ambition, mais c'était pas ma cadence, et c'est pas la cadence d'une boîte européenne en fait. C'était vraiment. T'aurais pu te mettre dans une situation assez délicate, parce que qui dit levée de fonds dit rentabilité énorme, avec une pression que tu connais peut-être pas autant. Enfin, j'ai déjà des fonds, ils ont quand même investi 3 millions, donc tu vois, je connais déjà ce principe. Te mettre dans une autre dimension. Mon sujet devenait financier, parce que c'est mon sujet. Évidemment, j'allais bosser encore sur le marketing, le produit, mais il y avait un nouveau volet financier qui rentrait chez Merci Andy, qui était très très important, quoi. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering, et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN.
Bonne écoute. Et en termes de levée de fonds, ouais, je me posais la question s'il y a des grosses différences entre le monde SaaS et le monde du produit fini. J'imagine énormément, les métriques sont pas les mêmes. Les métriques sont et puis aujourd'hui on valorise plus de la même manière. C'est que tu vois avant, je pense que entre 2018 et même 2017 à 2021, 2022, tu valorisais les gens, enfin les boîtes produits sur le chiffre d'affaires. Tu regardais la croissance, tu regardais sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va challenger tes marges, on va challenger ton EBITDA. Pourquoi t'es pas rentable? Si t'es rentable, pourquoi tu l'es pas plus? C'est qu'aujourd'hui, et pour moi, ça fait beaucoup de bien. Attention, hein, je dis ça, je trouve qu'il y avait des choses insensées. Tu vois. Moi, je connais des boîtes de cosmétiques aux États-Unis, elles font 1 euro de chiffre d'affaires et elles dépensent 1 euro en face de publicité, tu vois. Donc, c'est même pas elles perdent 1 euro. C'est juste, elles mettent 1 euro de publicité en face. Donc, t'imagines ce qu'elles perdent quand tu rajoutes le coût de tes produits et compagnie. Donc, voilà, nous, le marketing, c'est 15% de nos ventes. Stop. Enfin, on va pas plus loin. Donc, on pourrait aller beaucoup plus vite en allant à 30, 45, 50, 80, voire 100% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est pas mon mindset. J'ai pas envie de gaver des GAFA pour faire un jeu de mots et d'aller nourrir à fond comme ça pour juste faire de la top line et grandir. J'ai envie de construire un business sain, durable et j'ai envie que Merci Andy soit là dans 20 ans. Et pour ça, j'essaie de construire une boîte avec des bases saines, des clients que j'ai pas achetés mais qui ont plutôt été recommandés et qui sont toujours clients depuis plusieurs années. Bon, top. Niveau perso, comment on s'en sort après ces 3 années un peu de folie, 3 années, 20, 21, 22, vivre l'euphorie, se prendre une claque au milieu de l'euphorie, on en sort pas indemne, si? Non, on n'en sort pas indemne, surtout que j'ai eu un bébé pendant le process. En plus. Donc c'était assez intense et je pense que c'est pour ça que je m'en suis relevé ultra vite et que après un bon été, parce que on te dit mi-août que finalement on n'a pas trouvé un accord et on n'ira pas, c'est difficile, mais voilà, j'avais une petite fille dans les bras et c'est là où tu te vois que c'est quoi en fait le succès et qu'est-ce qui te fait lever le matin et pourquoi tu as envie. C'est hyper important de se poser ces questions. Moi, un conseil que je peux donner, c'est quoi votre définition du succès, tu vois? T'entends souvent dans la presse, un entrepreneur à succès, c'est un truc et tout, mais ça se trouve, le mec, il fait peut-être 100 millions d'euros de chiffre et 20% d'EBITDA, mais le matin, où il est pas fier de lui, où il est seul le soir quand il rentre chez lui, où j'en sais pas, où il rêvait d'être surfeur et en fait, il peut faire que du surf une semaine par an en vacances et c'est ça, et c'est ça, en fait, la question à se poser. Mais ma femme m'a énormément accompagné dans tout ce processus. Elle est au courant de tout. C'est clairement une associée de vie pour moi. C'est quoi ta définition du succès, toi, alors? C'est une super. C'est difficile. Je pense que je pense que c'est le respect de tes valeurs. C'est de pas compromettre tes valeurs personnelles. Tu vois, moi, c'est la gratitude, c'est hyper important. C'est de prendre le temps de remercier les gens qui m'ont accompagné, de jamais mettre les gens sur le côté. Et c'est là où tu vois, dans mon process, pour revenir à ça, en 2021, j'ai failli à cette valeur. Il y a des gens qui m'avaient déjà accompagné historiquement, qui voulaient réinvestir, qui voulaient prendre le lead et tout. Et en fait, je leur ai dit non merci, mais genre ultra rapidement parce que je savais qu'il y avait un gros poisson qui arrivait. Et en fait, si je m'étais écouté, j'aurais dû écouter ces gens-là en premier. Tu vois, et j'aurais dû écouter, en fait, merci de avoir à nouveau confiance en moi et en Merci Andy. Je vous écoute. Venez, on discute. Qu'est-ce qu'on peut aller faire ensemble? Moi, j'ai pas fait ça. Je me suis mal comporté. J'étais en mode full Covid. J'ai tout réussi. Je suis méga rentable. J'ai une méga croissance. Je vais aller voir le plus gros, tu vois. Donc, j'ai pas été successful à mon regard à ce moment-là, tu vois. Bon, et c'est marrant parce que t'en parles avec une certaine humilité, une certaine transparence aussi. Ça te caractérise un peu. T'es quelqu'un qui a pas de mal à parler de ses émotions et de son ressenti. C'est pas toujours évident quand on est CEO et qu'on est censé avoir une vision, qu'on est censé être carré, qu'on est censé être hyper structuré, un peu sans faille. Toi, tu les affiches un peu. C'est parce que c'est toi. Ça a été un exercice ou alors est-ce que c'est facile cette partie-là? Non, c'est pas facile. En fait, je trouve que c'est la place de l'homme un peu, je trouve, dans la société qui doit cacher ses émotions et tout. La réalité, et je sais que je vais me faire plein d'ennemis si je vais dire ça, c'est hyper difficile pour une femme dans la société aussi. Mais aujourd'hui, être un homme, tu dois être fort,
tu dois réussir, t'es le symbole de la sécurité dans ta famille, de celui qui doit, c'est encore ça, tu vois. Du coup, ça met une pression. La femme, il y a d'autres choses, attention, je compare pas. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pas normal. Tu vois des footballeurs qui pleurent parfois, ils se font allumer sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil dans le business, en fait. Je trouve qu'un homme et là, tu le vois de plus en plus, je pense que c'est important que les hommes, vraiment, tu vois, puissent exposer leurs émotions et que ça soit pas masqué, et parce que la société a décidé que parce que c'était un homme, il pouvait pas les exprimer. Et donc moi, j'ai envie d'encourager, évidemment, tous les entrepreneurs et entrepreneuses à exprimer leurs émotions, et par-dessus tout aussi les hommes, parce que c'est vachement plus difficile pour nous, tu vois. Et l'autre point, c'est tu vois, on fait une marque de personal care, on s'occupe de prendre soin des gens, de leur corps, de leur peau, de tout ce que tu veux. Donc, et si tu mets pas d'émotion dans ton travail, je vois pas comment tu peux faire des bons produits, tu vois. Si tu mets, parce que un produit de beauté, un produit d'hygiène, il y a une émotion. Alors, on a des parfums, on a des textures, on a des sensorialités. Donc, si dans notre travail, moi, tu vois, la phrase que je trouve qui doit plus exister dans le management, c'est tu mets trop d'émotion. C'est pas vrai, en fait. La phrase qui devrait dire, c'est comment peux-tu devenir plus intelligent émotionnellement, tu vois. Ça, mais il faut pas se queuter des émotions, parce que pour moi, ça fait des ravages dans le monde. Et être intelligent émotionnellement, ça veut dire savoir bien réagir aux émotions, comment les maîtriser, comment, tu vois, apprendre à jouer avec, apprendre à en faire une force de tes émotions. Tu vois, moi, je sais que je touche beaucoup de personnes avec cette émotion, et à chaque fois que je vais faire un podcast, je vais recevoir et tu vois, j'espère que là ça sera le cas aussi. Merci de partager ça et compagnie. Donc je sais que ça fait partie de ma personnalité, que j'ai envie de le mettre en avant, et voilà. Et moi, j'aimerais bien que tu vois plus d'entrepreneurs, de dirigeants avoir cette sensibilité là. Ok, cette authenticité aussi, parfois. Et tu vois des Bernard Arnault, Elon Musk, tu vois pas d'émotion, tu vois. C'est méga brillant, c'est inspirant, c'est très inspirant aussi, mais t'as une sorte de miroir, tu vois. Enfin, t'as un bloc qui est impénétrable, tu vois. Clairement. Il y a un truc qui se dégage quand on s'entend, c'est qu'il y a une certaine capacité de recul qui vient avec l'expérience, parce que ça fait quand même quelques années que tu bosses dans cette boîte-là. Mais là où ça me marque encore plus, c'est que toi, t'as jamais bossé dans une autre boîte, et c'est quand même toujours formateur d'avoir vécu dans différents environnements, d'avoir eu des inspirations, d'avoir appris de certaines personnes ou de certaines boîtes. Comment t'as fait pour apprendre, toi? Tu te développes comment dans ton apprentissage? Parce que tu dois apprendre tout le temps, et c'est encore plus dur de pas avoir eu de background, je trouve, extérieur. Je suis hyper curieux. C'est pas mal placé, mais je trouve que la curiosité, tu vois, ça fait partie de ce que j'aime, et aussi du succès indirectement. Mais je suis très curieux. Ça veut dire, je prends le temps d'aller rencontrer des gens, je prends le temps de discuter, et il n'y a pas de gens où ça va que dans un sens. Pour moi, tu vois, c'est un peu ma définition de la vie et du karma. C'est, je sais que quand je me fais contacter par un entrepreneur, un petit jeune qui se lance, ou quand moi je contacte quelqu'un, à chaque échange, on a tous les deux à apprendre. Et c'est pas bullshit quand je dis ça pour faire le mec, machin, tu donnes, tu reçois. Non, c'est vraiment, quand il y a une rencontre avec quelqu'un, il y a un apprentissage dans les deux sens. Moi, parfois, je vais gratuitement 2-3 heures donner des cours, enfin on m'invite à une conférence avec des étudiants et tout, et en fait je sors de là, mais j'ai 1 milliard d'idées, tu vois, parce que en parlant j'ai eu cette idée, on m'a posé cette question et j'ai eu envie de faire comme ça, quelqu'un a réagi de cette manière-là, donc ça m'a donné, et je trouve que moi mon apprentissage il vient vraiment de la rencontre avec des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, même si j'adorerais vivre en dehors de Paris et compagnie, j'ai besoin encore d'être dans un écosystème physique, parce que ces moments-là, tu les crées quand même plus en physique. J'ai besoin de ces rencontres avec ces personnes, j'ai besoin d'échanger et continuer à me nourrir comme ça. Même, tu vois, derrière un livre, c'est beaucoup plus difficile pour moi, par exemple. Je lis, je suis pas un grand lecteur, mais je lis quand même des livres. C'est plus difficile. J'apprends, mais ça va être très théorique, tu vois. Bon. Quand on regarde les différents challenges que t'as, on en partage certains. Toi, t'es papa, comme moi, t'es marié, t'es fondateur d'une boîte, CEO, manager. Je trouve ça pas simple de réussir tout, à être tout ça à la fois. Accepter tous ces challenges, est-ce que c'est accepter d'en rater certains ou pas, ou toi t'arrives à tout mener de front et tu t'arrives à être bon partout, tu crois? Non, absolument pas.
Et j'ai fait un post là-dessus où justement, tu vois, moi j'ai perdu des amis à des moments. En fait, c'est une question de moment. Tu peux pas être un bon CEO, un bon mari, un bon papa, un bon fils pour tes parents, un bon frère, j'ai une sœur, un bon voisin. C'est hyper important le voisinage, d'être présent pour tes voisins, de les aider, ça peut changer des vies. Et moi, pour évidemment tes équipes, d'être un bon manager, d'être un bon associé, d'être un bon sportif. Si tu fais du sport co, faut que t'assures quand tu tiens ta place. C'est impossible d'être bon partout tout le temps. Et en fait, ce qu'il faut, c'est assumer. Et moi, je l'ai appris ça. Tu vois, il y a des moments où ça a été vachement plus dur avec ma maman parce que j'étais avec ma mère, j'étais moins présent, on s'entendait pas. Faut le dire. Je sais que j'ai été à ce moment-là très occupé. Et pareil avec ma femme, je vais lui dire, là, je suis dans un rush au travail, j'ai envie d'être, j'ai besoin de plus de temps. Est-ce que tu peux m'aider à être un peu plus présent pour notre fille et compagnie? Et je pense avec l'équipe, on devrait faire pareil. Mais en tout cas, d'être bon partout tout le temps, je pense que c'est impossible. Et le seul truc où je veux faire zéro concession, c'est sur ma fille, parce que le temps il passe et qu'elle a qu'un papa, elle peut pas me remplacer, elle peut pas s'orienter vers quelqu'un d'autre. Et tu vois, et que je fais un choix de la passer en priorité dans beaucoup de situations, et parce que ça, c'est vraiment le truc où tout le temps, alors, ma femme, si elle écoute ça, elle va se dire, ouais, ça se rattrape pas, voilà, tu vois. Et voilà, mais j'aime beaucoup ta question parce qu'elle me parle beaucoup, et c'est ok en fait de pas être bon tout le temps si tu le dis, et je pense que c'est compréhensible par une très très grande majorité. Je trouve qu'une des chances qu'on a en tant que CEO, c'est d'avoir aussi la liberté de son temps, parce que tu peux bosser après, tu peux bosser plus tôt et t'as pas de compte à rendre là-dessus, donc ça c'est quand même assez chouette. On peut être en remote aussi, télétravail qui amène pas mal de trucs. Mais t'as des retours d'expérience à faire sur ton organisation perso, sur la manière dont t'arrives à faire un break et à switcher, à te réserver du temps. Est-ce que t'as des routines qui sont que t'as réussi à mettre en place et à garder, parce que c'est pas tout les mettre en place. J'essaye quand même de mettre une limite parce que dans mon cerveau, c'est très peu mélangé entre vie privée et vie perso. Ça veut dire que, tu vois, je bouillonne en permanence dans les deux et j'ai pas de frontières dans ma tête. Et je pense que beaucoup plus de personnes là. Et c'est ok, tu vois. Moi, je trouve c'est mélangé, tu veux dire. Ouais, c'est méga mélangé. Ma fille vient au bureau régulièrement comme ça, de temps en temps. Ma femme, elle passe. De ton taf, ouais, je débriefe. Et en même temps, tu vois, mes employés connaissent ma fille et moi, je connais la fille de mes employés. C'est ok, c'est notre culture de boîte, tu vois. À l'inverse, je pense que c'est hyper important quand même dans les emails, dans les calls, devant son laptop, de pouvoir essayer de bien dire, écoute, là, je mets une pause, je bosse pas, et voilà. Moi, j'arrive pas à le faire trop longtemps. Tu vois, par exemple, c'est très très rare que pendant une semaine, je bosse jamais. C'est pas possible. Et c'est ok. Et ça me stresse plus, en fait, de couper totalement, de avoir zéro news de mon équipe et tout. Aujourd'hui, ça me stresse plus que savoir comment ça va, d'être sûr d'avoir forwardé le bon email à la bonne personne parce que quelqu'un m'a contacté en direct sur un sujet important. Donc voilà. Après, ma routine, elle est hyper importante. Le matin, moi, j'ai besoin de voir nos clients, donc c'est service client. Je vais mettre 5-10 minutes sur notre outil de ticketing. Là, on utilise Gorgias, de voir ce qui s'est passé, comment ça va, quelles sont les questions. Je touche à rien, je fais pas de tri, je réponds à rien, mais j'aime bien un peu voir tu vois, les vibes comme un directeur à la fin d'un service dans le restaurant qui va pointer le bout. Et est-ce que les gens ont bien mangé? Est-ce que leur table est propre? Moi, j'aime bien faire ça. Voilà, il y a forcément des sujets. J'essaye de pas faire des réunions trop longues. Vraiment, c'est max 45 minutes. Et au bout d'une heure, moi, j'interromps tous les meetings et c'est très très rare qu'on les poursuit parce que je trouve que tu perds trop de temps et c'est plus assez efficace. Voilà, et maintenant j'aime bien faire du sport le midi. Je viens tôt parce que ma fille se lève à 6h, donc je suis super content que j'arrive tôt au travail, et j'aime bien venir faire du sport. On en fait avec l'équipe aussi, donc le midi, pas tous les jours, mais 2-3 fois dans la semaine, ça te réénergise vachement pour l'après-midi. D'avoir fait un peu de sport le midi. Il faut pouvoir le faire parce que souvent t'as pas nous on s'est inscrits tous dans une salle à côté où on va courir et tout, et c'est assez cool. Bon, bien. Toi, sur le plan perso, t'es aussi quelqu'un qui aime bien les surprises, le décalage, un peu inattendu. T'as réussi à mettre ces éléments-là dans Merci Andy. Bon, il y avait le côté chaton, ok, un peu inattendu, mais est-ce qu'il y a des éléments qui persistent aujourd'hui et qui font que t'arrives à mettre de ta patte perso dans ce projet, et des marqueurs? Ouais, et parfois
c'est pas rationnel et tant mieux que ça soit pas rationnel. Le meilleur exemple, c'est vegan. Moi, je suis devenu végétarien il y a 6 ans et vegan il y a presque 1 an. Et il y a donc quand j'étais végétarien, nous on avait au début du lactose dans nos produits et qui est un super produit dans les cosmétiques. Ça, c'est un émollient. On en avait dans nos gels les 2 premières années. Et je suis arrivé un matin au bureau et j'ai dit je veux qu'on reformule tout et qu'on enlève le lactose. Et on avait un projet en cours avec de la cire d'abeille pour un produit pour les lèvres. Et j'ai dit pareil, on retire la cire d'abeille. Et en fait, l'équipe a pas compris. Parce que c'est énormément de travail, hein. C'est pas tiens, ma prochaine prod je change. Faut refaire tous les packs, les étiquettes, les formules, les tests de stabilité, les tests cutanés. Enfin, c'est des frais et tout. Mais voilà, j'avais mes convictions. J'avais envie, quand je parle de Merci Andy, que ça soit en cohérence avec mes valeurs, parce que je porte la marque, je m'investis dedans. Et j'espère que pour mes équipes, c'est pareil, ils se retrouvent dans les valeurs de ce que dégage Merci Andy. Et voilà, mais à ce moment-là précis, ça n'avait aucun sens dans le business. Ça allait pas augmenter nos ventes de plus 10% où on pouvait claimer des choses qu'on pouvait pas. C'était vraiment. C'était un alignement, quoi. C'était un alignement presque perso. Ouais, c'est complètement perso. Et après, on est allé voir une association avec PETA. On a fait des choses avec elle dans la protection des animaux, dans le truc, machin. Et voilà. Et en fait, moi, ça me fait marrer, tu vois. Alors parfois, tu peux te tromper, ça sert à rien. C'est juste, il faut réussir à embarquer son équipe. Sinon, ils vont se dire, mais il est fou. Il peut arriver un matin et tout changer, tu vois. J'imagine que l'importance du recrutement est énorme parce que c'est des gens qui doivent où le trust est là et la relation doit être là, quoi. Le fit doit être bien là. Ouais. Et moi, j'aime les gens, tu vois, j'aime bosser avec les gens qui, je sais pas, si on doit faire Paris-Rome, pas qui vont me dire, faut que tu partes à 8 heures, que tu passes par là. J'aime les gens qui vont venir avec moi sur le chemin et découvrir le chemin avec moi et ça va être semé d'embûches et on avait prévu de faire comme ça, mais on va faire comme ça. C'est les meilleures personnes, celles-ci, celles qui s'adaptent à la situation, qui trouvent des solutions. C'est vraiment le kiff de travailler avec ces gens-là. Ouais, et l'adaptabilité, t'as dû la tester au niveau de ton équipe, j'imagine, sur la période 19-22, quoi. Ouais, beaucoup. Impressionnant. Parle-moi de cette génération Z, cette Gen Z. On peut pas parler de Merci Andy sans parler d'elle. Comment on s'adresse à elle? Comment on lui vend? Écoute, je pense que c'est la génération qui est la plus contradictoire. C'est celle qui est engagée mais pas engagée, qui peut embêter une marque sur les réseaux parce que sur un shoot elle a mis une personne de couleur et qu'elle a été une personne blanche, une personne noire, une femme, un homme, enfin tu vois, qui va te faire finalement un clash terrible pour une personne et c'est peut-être logique que ce buzz soit créé en même temps qui va faire la queue chez Shein qui ouvertement et publiquement fait travailler fait livrer un McDo à 3h du matin en soirée. Ouais, voilà, où tu vois, et qui fait bosser, tu sais très bien que quand tu t'es sur toutes ces plateformes, tu contribues à un peu à une sorte de misère humaine. C'est un gros paradoxe, quoi. C'est un énorme paradoxe. Pour moi, c'est très américain dans la manière de penser. Tu vois, les Américains, enfin moi, de mon expérience qu'on a aux US, c'est très paradoxal dans la manière de consommer et de vivre même. Tu vois, c'est d'un côté, il y a pas de limite dans les clips de rap, et de l'autre, si ton enfant, si tu mets une petite fille de 2 ans pour l'avoir expérimenté toute nue à la plage, tu peux te faire défoncer. Tu vois, enfin vraiment, tu peux choquer les gens qui le soir vont aller sur YouTube regarder un clip de rap où il y a un mec avec 6 meufs autour et à poil et des dollars. Donc voilà, c'est cette génération-là, elle est comme ça. Et nous, ce qui est le plus important, c'est de l'écouter. C'est très important de l'écouter et de lui répondre. Elle déteste, enfin, elle est dans une ère de communication. Et si tu lui réponds pas, d'immédiateté ou presque. Ouais, d'immédiateté, il faut lui répondre. Si tu lui réponds pas, c'est là où t'es cuit. Et nous, on prend le parti pris de dire authenticité, transparence. On répond, on dit ce qui se passe, on explique et surtout ne pas mettre la faute sur les autres. De dire c'est notre fournisseur qui est pas bon, c'est Sephora qui a mis les produits à ce prix-là, c'est nanana. Non, on est responsable de ce qu'on fait, on assume exactement. On assume et on interagit au maximum. On assume et on interagit au maximum. C'est super important.
Et les réseaux sociaux, c'est quand même un énorme sujet pour vous. Ça représente combien de la part des effectifs de Merci Andy, les personnes dans les parties Beaucoup, parce digitales? que on a, tu vois, on a une personne qui s'occupe de nos réseaux sociaux et de l'influence. On a une personne qui est à la vidéo. On a 2 designers. On a une photographe. Et, c'est 6 personnes en tout. Okay. Tu vois, donc c'est quand même beaucoup. Bon, et j'ai vu que vous étiez hyper créatif, assez proche du monde des influenceurs, justement. Il y a 2 enjeux. Moi, j'en suis très loin, parce que moi, je suis dans le service B2B, mais quand je vois la dimension que toi, tu dois adresser, il y a un enjeu de faire de l'audience et avoir de la visibilité, et faire en sorte que cette audience consomme. Ouais. Quel type d'action permet faire de l'audience, c'est une chose, et comment on amène cette audience à consommer? C'est pas une question facile, mais est-ce que tu as des éléments où tu arrives à transformer cette visibilité que vous avez et ces followers que vous avez qui sont impressionnants en consommateurs? Ou est-ce que c'est pas un sujet parce que plus t'as de followers, plus t'as de consommateurs indirectement? Non, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, nous, on utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages. On va dire à 50% sur nos produits et à 50% sur autre chose. Et ce autre chose, il était pas clair et aujourd'hui, il est très clair. Ce 50%, il est sur on veut donner confiance en la jeunesse. On veut partager des témoignages de j'ai eu des problèmes avec mes boutons, j'ai un problème avec mon acné hormonal, j'ai beaucoup de poils, je me trouve grosse, je me trouve maigre, je me trouve trop blanche, je me maquille pas assez quand je vois mes copines, mais j'aime pas le maquillage. On a envie d'aborder ces problématiques et d'utiliser un peu les réseaux sociaux comme réseau social. Ça veut dire, tu vois, nous, on incite les gens par la création de notre contenu, on incite forcément les gens à mettre le doigt sur sur les choses, la face qu'on montre pas, justement. Exactement, et à passer du temps sur les réseaux sociaux. On leur incite du temps, parce que si tu fais des vidéos de 7 minutes, ça veut dire tu vas prendre 7 minutes de leur vie et les mettre derrière un écran. Donc si ces 7 minutes, elles leur servent à rien et elles leur comme beaucoup de contenu sur Internet, c'est juste perdre du temps. Moi, j'ai un problème moral avec ça. Et donc, ce que je veux faire, c'est que ces 7 minutes, elles viennent les divertir, parce que tout le monde a besoin de divertissement, mais elles viennent aussi leur donner confiance en soi, les enrichir. Et c'est un peu ce qu'on fait avec cette 50% du temps. Et là-dessus, notre objectif, il est absolument pas de vendre. Il est effectivement qu'on va avoir une logique un peu plus comme un média de toucher le maximum de monde. Et on se dit que, quand tu vois le travail qui est fourni par la marque, à un moment, on sera forcément récompensé par ces auditeurs qui, un jour, on l'espère, deviendront des clients. Ouais, il y a beaucoup de pédagogie dans le contenu que tu fais. Exactement. Et je trouve assez ouf le parti pris aussi de faire parler des influenceurs et de les faire parler de leur premier bouton, du truc hyper gênant qu'ils avaient. Et en fait, je pense que ça fédère quand même pas mal de monde autour de ça. Un mot sur la concurrence. Parce que le timing et la période est sportive. Tu disais tout à l'heure que ça avait, vachement libéré le marché. C'est dur de se démarquer dans ce marché qui est plus grand maintenant. Comment est-ce qu'on s'y prend pour se démarquer aujourd'hui et préparer un peu l'avenir? C'est une superbe question. Je pense, il faut continuer de doser. Ça veut dire que nous, on osait beaucoup, on a fait des trucs fous parce qu'on passait sur le radar, on a pris des risques. Et je pense qu'en grandissant, en étant plus regardé, tu prends un peu moins de risques forcément à un moment. Les enjeux financiers sont plus grands. Tu vois, t'as plus d'avis dans la boîte, donc t'écoutes plus les gens. Te dis mais non, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense qu'il faut continuer, en tout cas, à être cette fameuse vache pourpre. Tiens, je vais citer un bouquin parce que ça fait très cool. Mais voilà, de Seth Godin, d'être cette purple cow, la vache pourpre, que t'es dans le TGV, tu vas en Normandie, tu vois toutes ces vaches qui se ressemblent, et il y en a une qui est pourpre, violette, et en fait c'est celle-ci dont tu vas te retenir de tout ton trajet. En fait, moi je garde ça en tête et je me dis, est-ce que quand je vais lancer ce produit, je vais être à un moment dans l'expérience, dans le produit, dans comment je vais le vendre, être perçu différemment par les gens que je pense vont acheter ce produit à un moment. Et je garde ça en tête, mais systématiquement. Si mon produit il a déjà été fait par L'Oréal, je n'y arriverai pas. L'Oréal est beaucoup plus fort que moi et c'est pas un sujet. Mais nous, ce qu'on a réussi, c'est justement à être cette vache pourpre à chaque fois.
Bon. Et il y a un autre moyen de se diversifier, de se démarquer, c'est aussi de la diversification des ventes. Vous ouvrez des boutiques, là. Tu peux m'en dire un mot sur ce projet qui est quand même pas Ouais, anodin pour une boîte comme de votre taille. super excitant. On n'avait pas assez de produits. Souvent, il y a des gens qui viennent dans nos bureaux en pensant que c'est une boutique. Un point de vente. Voilà. Okay. Et au début, ils sont déçus parce qu'ils voient des gens travailler et puis finalement, ils se disent il y a lui, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Là, il y a le fondateur et puis on leur file des produits, donc ils sont super contents. Et in fine, on se dit que ça serait quand même sympa de pouvoir être en contact permanent avec eux. Donc on ouvre des boutiques et on va ouvrir un lieu de vie à Paris. Certainement d'ici la fin de l'année, au tout début 2024, on veut ouvrir un vrai lieu de vie, un endroit hyper arc-en-ciel où tu viens et tu as ta dose d'extraordinaire pour une bonne partie de ton année. Bon, ça donne envie parce qu'on imagine bien le concept et bien marcher avec ceux qui se posent des questions, autant de questions à l'adolescence ou un peu après. Merci pour ces feedbacks, c'était canon, Louis. Merci pour l'invite. Il en reste encore un peu. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'ici dans la vie? Ma plus grande fierté, non, mais aujourd'hui c'est facile, mais je pense que c'est d'être papa, quoi. C'est ok de pas faire d'enfant, attention, mais ouais, c'est de voir ma fille nous appeler au réveil et ouais, c'est ma plus grande fierté. Il y a pas de sujet. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu as appris depuis que tu t'es lancé dans Merci Andy? On dirait que c'est des questions du tac au tac, mais elles sont pas faciles. Est-ce que j'ai appris un truc essentiel depuis que je me suis lancé Merci Andy? Oui, c'est qu'aujourd'hui, notre réussite, elle passe que par mon équipe. Voilà. On y arrivera uniquement avec les choix qu'on va faire et les gens avec qui on va travailler. Tu vois, donc l'humain est au cœur de notre future réussite. Même si on vend des produits. Ouais. Quelle est la boîte qui t'inspire particulièrement en ce moment, dans son exécution, dans son innovation, même dans sa com d'ailleurs, parce que toi, t'es très vigilant à tout ça? C'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup Veja, la marque de sneakers. Je trouve que voilà, ils sont justes. Tu vois, un peu sur le modèle de Patagonia, le garantie à vie, la réparation. Je trouve que ouais, j'aime beaucoup. C'est une marque française et ils sont très 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 gros. Et ils prennent beaucoup de place aux leaders américains, donc tant mieux. Il y a une rencontre que tu as faite dans ton parcours qui t'a marqué, ou une personne qui t'inspire particulièrement? C'est des super questions. Une personne qui m'a inspiré dans mon parcours, il y en a eu plusieurs, mais si je devais en retenir une, il y a eu le fondateur d'une marque de thé aux États-Unis qui s'appelle Honest Tea, qui a été racheté à Coca-Cola, et ensuite il a créé Beyond the Meat, donc une marque d'alternative à la viande végétale. Et ouais, c'est un mec. Tout ce qui touche, ça se transforme déjà en business incroyable. Il sait créer des marques à impact, et je trouve qu'il est. Moi, mon problème, c'est un peu le greenwashing et tout le bullshit qu'il peut y avoir autour des choses qu'on fait. Et je trouve que lui, pour un Américain, il est très juste. Et c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des outils ou des apps qui t'aident à être plus productif au quotidien? Écoute, j'adore Notion. On l'utilise beaucoup et mon équipe a eu un peu de mal au début. Et maintenant, on s'en sert beaucoup. Et tu vois, depuis peu, je me sers de ChatGPT au moins 3 fois par jour, quoi. Je pensais pas dire ça. Oui. Ouais, parce que je me pose des questions, il m'offre des réponses, il y a des axes. Donc ouais, sur de l'éditorial, tu viens confirmer, même sur du droit. Tu vois, ça me fait gagner du temps sur des choses en droit, ou même si on a des avocats, parfois tu le fais passer dans le chat GPT. C'est bizarre, hein, mais ouais, en fait. Ça répond à une bonne partie de tes questions, en tout cas du premier niveau de réponse que tu attends, quoi. Exactement, c'est un premier filtre et je pense qu'il faut le voir vraiment comme ça, plus que ça va supprimer tous les jobs et tout. Non, tu auras toujours besoin, c'est vraiment, ça peut apporter des trames et des structures pour des raisonnements à un moment hyper intéressants. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? Est-ce qu'il y a une app dans mon téléphone? À l'époque, j'aurais dit Zenly de mon pote Antoine Martin. J'étais déjà sur Alertos quand il a commencé. Et par contre, donc c'était Zenly, donc qui permettait de géolocaliser ses amis. Ça a sauvé des vies, ça a évité beaucoup de choses. Je trouve que cette app, elle est incroyable. Et je dirais la prochaine. Donc allez voir sur Amo et vous verrez, c'est les prochaines apps qu'il va lancer.
Comme ça, on lui fait un peu de pub. Je sais pas s'il l'avait communiqué ou pas, justement, parce que moi, j'étais Non, encore sur la liste d'attente. c'est encore sur liste d'attente, mais je suis dans les petits papiers. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde de la tech ou de l'innovation ou de l'entrepreneuriat que tu me recommanderais d'avoir à ce micro? Ouais, il y en a. Moi, j'adore. Il y en a beaucoup. J'adore Quentin de Blissim. Je trouve que c'est un super mec qui a su mettre la tech au service de la beauté. Quentin Régoblet. C'est la tech au service de la beauté. Nous, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Et lui, il est arrivé là où il y avait des énormes, des Sephora, des Nocibé. Il a réussi à se faire une place. Donc, c'est un super gars en plus. Donc, voilà. Noté. Un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta vie jusqu'ici? Depuis 2021, c'est la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais sinon, le bon conseil qu'on m'a donné, c'est viser. Ouais. En fait, c'est viser la lune et under promise over deliver. On va le faire comme ça. Je veux plus faire ça du tout. Viser la lune et atterrir dans les étoiles, j'aime plus du tout. Ça veut dire mettre la barre très très haute et arriver en dessous. Je préfère faire ça. Je préfère mettre la barre haute et arriver très très haut, mais plus l'inverse. Et je préfère parce qu'en fait, tu passes ta vie à être frustré sinon. C'est clair. Et c'est un peu la phrase qui guide, j'ai l'impression, l'écosystème entrepreneurial en ce moment et tout ce qui touche au levée de fonds. Est-ce qu'il y a un son ou une musique en ce moment que que tu écoutes en boucle? Est-ce que j'ai un son, une musique que j'écoute en boucle? En ce moment, je regarde la saison de Nouvelle École de Netflix c'est sur une école de rap. Et en fait, ça me donne une énergie de dingue. Et il y a un des rappeurs dedans qui s'appelle Warren, que j'adore, qui a un peu un rôle il a le côté un peu... il a deux psychologies, voire schizophrénie, c'est son personnage. Et c'est hyper intéressant parce que c'est l'ombre et la lumière, c'est la pluie et le soleil, c'est la vie en fait, tu vois, et je trouve ça très fort. Est-ce que tu peux nous dire un truc sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Ma femme, elle dirait que je tire la langue quand je mange un yaourt. Je n'arrive pas à manger un yaourt quand je tire la langue. Non, mais un truc plus sérieux, ça serait que je lis tous les inbox Instagram de Merci Andy. Et comme on en a des milliers, je perds beaucoup trop de temps, mais j'aime trop ça. Bon, que le message est passé. Il y a une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter en ce moment? Arrêter de lire les inbox? Ouais, non, écoute, le message un truc que j'arrête de prendre, ouais, c'est d'arrêter de marcher avec mon téléphone dans la rue. En téléphone, en regardant. Téléphoner, non, écouter et tout, c'est ok. Mais voilà, j'ai décidé que quand je marche. Je réponds pas à des mails, je scrolle pas Instagram, Twitter. C'est une petite pause que tu t'offres, entre guillemets. Ouais, c'est hyper important de regarder en fait la vie qu'on a autour de soi, croiser le regard des gens. Voilà, je veux marcher en pleine conscience. Bon, c'est inspirant ça. Tu peux nous donner un bouquin qui t'a particulièrement marqué? On en parlait un peu tout à l'heure, la Purple Co. Je sais pas si c'est celui-ci. Ouais, celui-ci, c'est le premier qui m'a marqué. Je pense que c'est celui que j'ai lu le plus de fois, en tout cas d'un point de vue business. Et le deuxième, c'était Let My People Go Surfing, laisser mes gens aller surfer de Yvan Chouinard de Patagonia, parce que ouais, c'est pour moi c'est le truc le plus inspirationnel. C'est monter un business, monter une marque, monter une communauté. Tu fais du bien à la planète, tu fais du bien aux gens qui t'entourent, c'est hyper important. Tu continues à vivre tes passions à côté, donc tu as aligné énormément de choses. Donc tout n'est pas. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que dans son livre, il dit que tout n'est pas facile et que tout n'est pas comme il aimerait, mais que si tu es dans une logique de t'améliorer en permanence, de progression et pas de perfection, tu es à la recherche de progression et pas de perfection, c'est super important. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir le même parcours que toi, ce serait lequel? Prends des risques, c'est super important, surtout quand tu es jeune. Parce que je trouve qu'entreprendre, moi j'ai énormément d'admiration pour les gens qui ont des enfants, une famille, même si tu as le chômage en France, tu as de l'aide ou tu as de l'argent de côté, c'est quand même un risque de quitter un job et entreprendre. Donc prends des risques et prends les taux en fait. T'as pas beaucoup de choses à perdre, quoi, tu vois. Donc commencer jeune, c'est très honorable, je trouve. Eh ben canon. Merci Louis pour tous ces feedbacks. Merci à toi, c'était super. Trop cool. C'était bien saigné de questions, c'était très cool de t'entendre. Merci beaucoup, salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré.
Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.